Oh, trique pas, j'y crois pas, c'est toi! Plutôt le monde qui nous entoure qui a une grosse résonance sur ce que j'écris finalement. Là, on parle de terroir, de tradition. Allez, fais pas ta moule! On va se refaire, je te dis! Pour moi, les expatriés, c'est les mecs qui vivent dans les pays pauvres, dans les quartiers de riches. Oh, les bâtards! Ouais, en fait, c'est que dès que tu commences à discuter un peu politique avec des gens qui sont pas de ton bord, tu sens que c'est super tendu. On peut plus fumer, on peut plus boire au volant. On peut même plus mettre une petite main au diplodocus. Comme c'est bon quand tu fermes ta gueule? Alors les mecs, c'est qui les vrais gars? Oh 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 oh! Bon, aujourd'hui, je reçois le diable en personne. C'est la première fois que El Diablo. Vas-y, entrez, on discute. Le signe de la bête, il est possédé. Mais soyez pas timide. Ton vrai nom, c'est Boris Dolivet. Exact. On n'est pas copains, mais on se suit sur Internet. Moi, je vois tes dessins. Donc, c'est un peu un coup de cœur, la raison pour laquelle je t'ai invité. Donc, on enregistre cette émission avant la fascisation de la France. On est à quelques jours du premier tour. Elle sera diffusée après. L'Assemblée est divisée en 4 blocs. C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire, qui arrive en tête de cette élection. Mais d'abord, je suis content de te recevoir pour parler de cette bande dessinée qui m'a vraiment ébloui. Moi, j'ai trouvé ça formidable, vraiment, vraiment bien. Ça m'arrive, j'ai un vrai coup de cœur pour Carcajou, quoi, et je m'en expliquerai. Et je voudrais aussi qu'on parle ensemble de ton... Parce que toi, t'es un Français expatrié à Montréal. Ouais. J'aime mieux dire immigré, en fait, parce que expatrié, il y a un... Ouais, on en parlera. D'accord. Et donc, tu continues tu fais du dessin de presse, on va dire, mais enfin, je sais pas comment on peut le définir, quoi. Tes personnages sont très reconnaissables. T'es l'auteur des Lascars, que tout le monde... Un des auteurs, pardon, et qui vont ressortir d'ailleurs. Carcajou, c'est un gros pavé, hein, ça fait quand même, c'est très roboratif. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit bon, et tu vois, t'es toujours la bande dessinée. Moi, j'en reçois quand même beaucoup, j'adore ça. Puis je les repose, je les reprends, etc. Je l'ai pas lâché celle-là, parce que je me demandais ce qui allait arriver au personnage dans ce village. Alors Carcajou, c'est un village au fin fond du Canada, c'est ça, hein. Ouais. Pour que les gens comprennent, il y a à la fois une histoire humaine, une communauté qui vit là-bas, avec des vieux Indiens, des colonialistes qui sont racistes, et puis il y a une histoire de fantômes, il y a des morts, etc. Donc il y a une sorte de mystère qui plane tout le long de la bande dessinée, qui arrive jusqu'à des révélations. C'est un formidable scénario, c'est remarquablement dessiné. Malheureusement, le dessinateur Gillian Deroche, c'est pas là, mais tu t'es là pour en parler. Il te salue. Voilà. Comment ça t'est venu, Carcajou? On mettra des illustrations pendant qu'on parle, etc. En fait, Carcajou, moi, j'ai immigré au Québec il y a maintenant 10 ans, mais ça me trottait en tête depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est une histoire que j'avais en tête, ça fait déjà une quinzaine d'années. Au départ, c'était juste pour raconter vraiment une histoire de vengeance dans le Grand Nord, etc. Je ne l'ai pas vendu à l'époque. Il se trouve que j'ai mis très longtemps à trouver le bon dessinateur pour travailler dessus. On s'est rencontrés via le Tinder des auteurs BD, Instagram. Et comment dire, en fait, en l'écrivant, parce qu'au début, j'avais un petit pitch, quoi. En l'écrivant, en faisant vraiment le développement dialogué, je me suis aperçu que cette histoire-là était, en fait, quelque part, dans ma tête, déjà à l'époque, un prétexte pour raconter notre monde, quoi. C'est un microcosme, parce que c'est vraiment un huis clos qui se passe dans une petite ville. Carcajou, c'est quoi ? Alors, le carcajou, c'est considéré comme l'animal le plus féroce de l'Amérique du Nord, connu en anglais sous le nom de Wolverine. Et effectivement, c'est le nom d'un des personnages du livre. Et c'est un personnage qui est vraiment pas très, très avenant. Non, mais tes personnages sont d'une manière générale... Enfin, certains sont sympathiques et on les aime dès le départ, mais la plupart sont quand même des pleutres, des lâches, des types un peu machiavéliques, racistes, qui battent leurs femmes, etc. Les femmes sont d'ailleurs plutôt
plutôt courageuses et plutôt réussies. Enfin, je veux dire, c'est plutôt des gens, des personnages auxquels on s'attache, mais les hommes, en particulier l'un d'eux. Enfin, je veux pas déflorer, quoi, mais. Non, mais je pense que même si tu en racontes beaucoup, tu raconterais pas l'histoire en Non, entier parce elle qu'elle est est, quand elle est même, dense. Elle est très très dense, ouais. Il y a une histoire de vengeance. Donc toi qui écris des shorts quand même ou qui fais dans des séries, là c'est la première fois que tu te lances dans une saga de cette nature. Ouais. Oui, alors je te dirais que le dénominateur commun de tout ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire depuis les BD que je faisais à l'époque dans la revue Psychopathe, jusqu'à Lascar, jusqu'à Wesh Caribou, mettons, c'est que je me sers beaucoup de mon vécu. Et j'aime raconter la comédie humaine en fin de compte, tu vois. Donc c'est sûr qu'à travers Lascar, c'était un peu facile parce que c'était des histoires dont j'avais entendu parler, dont j'avais été témoin direct ou parfois que j'avais vécu moi-même. J'ai perdu un certain nombre de bastons de regard dans ma vie. Putain, mais tu lâches pas l'affaire. C'est un véritable pro. Oh, je suis mal là. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Bon, ok, t'as gagné, salopard. Maintenant, je fais beaucoup plus de fiction qu'autrefois, mais je reste quand même, ça a toujours une grosse résonance sur le monde qui nous entoure. C'est plutôt le monde qui nous entoure qui a une grosse résonance sur ce que j'écris finalement. En l'occurrence, Carcajou, ça peut être lu comme effectivement une espèce de portrait de l'humanité en général, pas forcément la France actuelle ou quoi, mais ça parle beaucoup de colonialisme notamment. C'est ça. Tu racontes, c'est une histoire raciste aussi. Il y a du racisme, bien sûr, ouais. Ça parle en fait de tous les travers. Mais c'est pas grossier, c'est amené. Alors les personnages racistes sont grossiers dans le livre, mais le scénario ne l'est pas, quoi. C'est pas manichéen. Tu tournes autour des personnages, quoi. C'est assez réussi pour ça. Ouais, puis même le personnage principal, on va dire, Jay Foxton, qui est une espèce d'escroc hyper capitaliste, qui essaie de s'accaparer toutes les terres autour de lui, etc. J'ai essayé, et ça c'est vraiment quand je me suis mis sur l'écriture, de le rendre, en fait, de l'humaniser en lui trouvant non pas des excuses, mais des raisons à la façon dont il agit. Parce que finalement, et c'est peut-être rassurant de le savoir, hein, mais même le pire des salauds, il y a toujours une histoire derrière. Tu viens pas, il y a pas, tu vois, c'est pas, tu ne nais pas enfoiré, quoi. Tu deviens un enfoiré. Alors, la modernité de l'histoire, c'est qu'elle raconte ce personnage, ce mania, là, veut accaparer des terres dans lesquelles il y a de l'or noir, enfin, il y a du pétrole. Et donc, ça fait penser au Canada, à l'Alberta, enfin, à des endroits où il y a beaucoup de pétrole. Ça se passe en Alberta. Ouais. Et tu racontes un petit peu aussi l'origine de l'expropriation par les capitalistes qui débarquent des Indiens. C'est un peu ça l'idée, non ? Bien sûr, oui. En fait, ça se passe en plus à la fin du 19e siècle, au moment où l'Amérique du Nord était déjà quand même pas mal colonisée depuis 200 ans. On arrive en plus à une espèce de croisée des chemins, parce que c'était la fin de la ruée vers l'or et le début de la ruée vers l'or noir. Et il y avait encore, à cette époque-là, des spoliations. Il y en a toujours, en fait. Jusqu'à très récemment, le Canada a fait des excuses publiques par rapport aux Premières Nations il y a quelques années. Notamment, tu sais qu'ils enlevaient encore des enfants de Inuits, par exemple. Et ils les mettaient de force dans des pensionnats pour les évangéliser. Il y a eu des centaines, des milliers de morts comme ça, là. 2,8 milliards de dollars canadiens. C'est la somme que le Canada va verser à 325 communautés autochtones. Réparation des préjudices subis pendant un siècle par des milliers d'enfants internés de force dans des pensionnats religieux. Donc oui, ils ont fait leurs excuses publiques récemment, heureusement. Mais c'est évidemment un pays entier, un continent entier qui s'est bâti sur une extrême violence, quoi. Alors, si le carcajou est un animal mythique, il y a pas, c'est comme les... Non, il existe. Ah non, ça existe. Ça ressemble à quoi ? Un ours Ça ressemble en fait à un gros blaireau, avec des griffes beaucoup plus longues et des dents acérées. Et c'est un animal, on appelle ça aussi le glouton. Et là, ton carcajou, enfin le monstre que tu dessines, il mesure 2,50 m de haut. Mais non. Mais si, il est grand dans les trucs. Il est peut-être un peu plus gros, c'est tout au début. C'est un gros carcajou. Alors, ton carcajou à toi... Regarde, le carcajou, il est là. Il est pas si gros, non, c'est un petit ours, quoi. C'est un petit ours.
Et puis bon. Ouais, non, mais C'est ceux du mal. qu'on voit... oui, mais après, ceux qui se déguisent, Ah ouais, ceux qui se déguisent, c'est pas pareil, parce que dans l'histoire, effectivement, on se sert toujours du nom. lui, c'est le Carcajou, ça? Ouais. Ça, c'est le Carcajou. Oui, mais c'est vrai, quand tu le vois dans la petite vignette, tu te dis, putain, il a l'air un Après, peu le féroce, personnage qui se grime en carcajou n'est pas un carcajou. C'est peut-être un esprit, c'est peut-être quelqu'un. C'est ça. Pas tout dévoilé, mais Non, mais c'est ça qui est très fort. À un moment donné, tu te demandes qui se cache derrière cette machination, quoi. Dis-moi, le village où ça se passe, est-ce que c'est un village complètement imaginaire où tu t'es documenté, ce type de coin existe, ça correspond à une réalité? alors oui, ça correspond à une réalité, parce que aux alentours de Calgary, qui est vraiment un endroit pétrolifère, il y a eu comme ça beaucoup de petites, une vraie ruée vers l'or noir à l'époque, donc de petites villes qui se sont créées autour de ça. Après, moi, j'ai vraiment laissé aussi place à la fiction, parce que il y avait quand même toute une dimension universelle dans ce que je raconte. Je voulais pas raconter forcément que ce huis clos-là. Il se trouve que Gillian Deroche, le dessinateur, lui, il est très pointu sur les détails, etc., historiques. Donc, il allait chercher très, très loin, même dans les décors, les costumes, les attitudes, les têtes des gens qui vivaient à cette époque-là, à cet endroit-là. Donc, ça donne, c'est quand même assez cohérent au niveau de ce que ça montre. Mais non, ça s'inspire uniquement de l'espèce humaine en général, mais pas d'un fait divers en particulier, par exemple. Et ça t'a pris, ça prend combien de temps entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu ponds le scénar? Tu fais un scénar très écrit, tu fais pas de storyboard ou de choses comme ça ou... Alors, écoute, les auteurs BD, ça dépend. Il y a des gens qui aiment écrire case par case. Case 1, il se passe ci, case ça, il se passe ça. Moi, ça m'a toujours emmerdé. Je bosse aussi beaucoup pour la série télé ou pour le cinéma. Donc, j'écris en fait tout pareil comme un scénario de film, finalement. Tu vois, ça pourrait être un long métrage. Mais ça pourrait d'ailleurs, je te l'ai dit d'ailleurs quand je l'ai eu, j'ai dit ça pourrait être une série formidable parce que t'as les personnages, t'as le ferment, tu peux faire durer le mystère sur 5-6 saisons, 5-6 épisodes. J'aimerais bien, hein. On y pense. Mais du coup, ouais, c'est ça. Et donc le scénario, ça t'a pris combien de temps? Alors, le scénario, en fait... L'idée de départ, elle m'est venue il y a une quinzaine d'années, je pense. Donc, c'est quand même assez longtemps. J'ai écrit peut-être un petit pitch pour raconter l'histoire. J'ai fait peut-être, 5 ou 6 pages de scénario dialogué pour faire rêver. Avec ça, je suis allé voir plusieurs dessinateurs. Alors, on est passé par Hugues Micol, par Régis Loisel, etc. Bon, qui ont tous beaucoup apprécié l'histoire, mais qui n'ont pas pu le faire pour des raisons X ou Y. Et en fait, c'est au moment où j'ai rencontré Gillian, donc il y a maintenant un peu plus de 4 ans. On s'est rencontrés, etc. Je lui ai fait lire ce que j'avais déjà. Et lui a trouvé l'éditeur, et Sarbacane, qui est vraiment un éditeur de qualité avec qui j'aime travailler. Qui est français? Oui, ils sont français, ouais. Et ils font du beau livre, quoi. J'étais très... Ah oui, il est très bien édité, quoi. Ouais. Non, puis... et il est, à quel prix il est? 26 €. C'est pas très cher. Ça les vaut. 222 pages. Et de là, moi j'ai commencé à l'écrire donc il y a 4 ans. Et vous dialoguez beaucoup ensemble avec le dessinateur ou c'est vraiment un travail solitaire que tu fais d'abord? Sur le scénario, on a quand même beaucoup causé, on a beaucoup étoffé l'histoire de base, ce que j'expliquais tout à l'heure, on lui a donné une dimension justement beaucoup plus politique que ce qu'elle avait au départ. Il racontait juste une simple histoire de spoliation et de vengeance, puis c'est pour ça que tu vois, il y a un contenu dedans politique, dans le sens noble du terme. Et ça, c'est vraiment venu à l'écriture. Mais l'écriture elle-même m'a pris, mettons 2 mois. Ça peut être plus long des fois. Ça va. Sur un long métrage cinéma, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus d'allers-retours. Le fait est que sur une bande dessinée, en fait, c'est un ménage à 3 entre le scénariste, l'éditeur et le dessinateur. Ce qui fait qu'à partir du moment où on est d'accord sur le produit, ça va très très vite. Il y a moins d'enjeux financiers, tu décides de faire venir un hélicoptère ou un ours, ça va ça coûte le même prix. Exactement. Et non, puis surtout, c'est ça, il y a pas de... les comédiens n'ont pas donné leur avis, les distributeurs, etc. Dans le cinéma, là, c'est tellement ouvert que, en fait... en tout cas, c'est complètement dépaysant et je pense que... Et puis là, vous avez eu un prix à Lyon? Ouais, on a eu le prix BD Lyon récemment. Et puis ça vient de sortir, donc ça peut... Ah non, mais c'est un vrai petit succès. En fait, il est déjà réédité actuellement. Il est sorti en mars. Il y a eu une réédition fin avril. On a eu la chance d'être sélectionné par Cultura et RTL. Voilà. Non, puis à Angoulême dans pas longtemps. Croise les doigts pour Angoulême. Mais c'est pour moi
la vraie sanction vient du public, quoi. Bien sûr. C'est les gens qui l'achètent et puis qui l'apprécient. Voilà, je fais partie du public. Je voudrais qu'on parle de toi un peu, parce que tu es quand même un cas un peu particulier. D'ailleurs, tu as la nationalité canadienne ou tu es franco-canadien ou tu es toujours français? Franco-canadien. Et qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as quitté la France C'est une bonne et question. tu l'as quitté quand? Alors que tu avais du succès, ça marchait bien. Ouais. Un jour, tu te casses. Pourtant, il y avait déjà l'extrême droite en France, mais c'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a... Écoute, moi j'ai toujours eu cette envie de bouger, en fait, de voir du pays, d'essayer autre chose ailleurs, de relancer les dés. C'est vrai que pour ça, j'ai quand même attendu que ma carrière soit bien assise ici en France, ce qui me permet de continuer à travailler sur des projets avec des maisons d'édition, avec des producteurs, etc. J'ai fait beaucoup de choses là, ces dernières années avec la France. Mais en même temps, c'est vrai que moi, l'Amérique du Nord m'a toujours attiré, je sais pas pourquoi. Quand j'étais jeune, j'allais beaucoup à New York parce que, tu sais, on était à fond dans le hip-hop et c'était la mecque du hip-hop. Il fallait aller à New York. Vivre à New York, maintenant, c'est devenu impossible. C'est une ville de millionnaires. Hein. T'as quel âge, au fait? Moi, j'ai 52, bientôt 53. D'accord. Et je suis parti sur le tard, j'avais 44, 43 ans. Là. Et oui, et je sais pas, quelque chose, tu sais, des fois, il faut suivre les petites intuitions comme ça. Quelque chose me disait depuis très longtemps, va voir comment ça se passe à Montréal, au Canada. Donc tu as pris un billet d'avion et tu connaissais pas grand monde et tu étais tout seul là-bas. J'étais avec ma femme, puis on est parti, on a fait un tour, on a fait 2 tours, 3 tours, puis après on a décidé de faire une demande. Et puis on s'est installé avec 2 de mes filles là-bas, donc on est ça fait 10 ans maintenant. À Montréal. À Montréal. Et ouais. Vas-y. Non, il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, je me suis aperçu par la suite que finalement, moi, dans mon histoire familiale, il y a la Bretagne, la Normandie, un petit peu la Belgique, mais il n'y avait pas vraiment l'immigration, si tu veux. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, tu parlais d'expatriation. Moi, je ne suis pas un expatrié. Pour moi, les expatriés, c'est les mecs qui vivent dans les pays pauvres, dans les quartiers de riches, et qui profitent du pays sans... Moi, je suis un immigré, c'est-à-dire que je suis arrivé là-bas comme n'importe qui d'autre, pour... me fondre dans le décor et puis faire partie de la société, tu vois. Donc c'est de l'immigration. C'est quelque chose c'est un concept différent. Et quand tu étais là-bas, il n'y a jamais des moments où tu as eu des coups de spleen, où tu t'es dit je vais rentrer en France, etc. Ça m'arrive quand je vois le prix du vin, par exemple. C'est vrai que c'est cher. Ouais, c'est plus cher que... C'est pas très bon. Il y a du vin de Californie, du vin de... Ah non, tu peux tout trouver. Ouais, tu peux même trouver des grands crus bordelais, il n'y a pas de problème, mais c'est le prix, la différence. Et blague à part, en fait, oui, évidemment, parce que j'ai encore beaucoup d'amis, de la famille, puis c'est à la fois du spleen, et puis à la fois, tu sais, je regarde ce qui se passe ici, je vois la façon dont la société se délite, et puis dont ça va pas bien, quoi. Justement, quel est ton... Parce que moi, sur Facebook ou dans les réseaux, je vois des fois tes dessins, tu continues. D'ailleurs, tu avais dessiné un peu un peu pour nous il y a quelques temps, et j'aimerais bien d'ailleurs mais tu vois, on n'a pas le temps, mais qu'on en reparlera, que tu dessines pour Blast aussi, parce que tu as toujours un regard assez acéré sur la France. Comment tu nous vois de là-bas ? Alors c'est marrant parce que j'en parlais tout récemment là. Ce qui se passe, c'est que quand tu vis à l'étranger, tu vois les choses peut-être avec un miroir avec des lunettes grossissantes. C'est-à-dire que moi, avant de venir là, je suis arrivé il y a 5 jours, j'avais l'impression que c'est bientôt le premier tour de ces législatives qui vont être très déterminantes pour l'avenir du pays. Je pensais qu'il y aurait une atmosphère pré-fin du monde, tu vois, ou pré-guerre civile, je sais pas. Je me disais, je vais arriver dans le métro, tout le monde se regarde bizarre, etc. Et étrangement, je trouve que les gens sont assez placides. C'est pas très rassurant. Alors après, je suis pas dans leur tête, tu vois. Mais j'ai l'impression que les gens disent, bon, c'est comme ça, c'est la vie, ils continuent à aller au travail, bien sûr, tu vois, de se préoccuper, de faire du shopping, des conneries. Mais j'espère que là-dedans, là, il se passe quelque chose et qu'il va y avoir un gros sursaut au moment d'aller mettre son bulletin dans l'urne, parce que... What's your problem?
On aura la réponse, la réponse, elle sera déjà donnée quand on verra l'interview. C'est ça. Est-ce que quand tu compares la société, alors canadienne, québécoise, c'est pas la même chose, hein, mais et quand tu compares à la France, est-ce que vous avez des personnages qui peuvent ressembler à Macron, ou est-ce que vous avez une extrême droite nationaliste très forte qui pousse? Comment ça se joue? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on va dire que Trudeau, c'est un espèce de Macron, hein, on va pas se mentir. Mais étrangement, je le déteste moins que Macron. Non, parce que je pense qu'il fait moins de conneries. Déjà, en plus, par exemple, il a présenté les excuses du Canada aux Premières Nations qui n'avaient jamais été fait avant. Mais ça, c'est un truc très symbolique. Mais mis à part ça, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un pays où il y a moins de... je sais pas, les gens, ils sont moins... alors peut-être moins concernés aussi par la politique, mais tu sens que c'est moins tendu de partout. Je te dirais que même l'extrême droite, de là-bas... cool. Ils sont plus cool, c'est une façon de parler, mais ils font moins peur. En tout cas, tu vois, tu les vois, tu fais ok, c'est pas mais les voisins d'en face. Ils ont le même discours par rapport à l'immigration, par rapport aux étrangers, etc. Pas tout à fait, parce que non, justement, tu vois, et puis c'est pas les Américains, c'est pas les Trumpistes non plus. Ils ont des idées à la con, évidemment, certains d'entre eux, mais tu vois, le développer. Non, mais c'est-à-dire que tu vas avoir des mecs un peu cons comme les Trumpistes, en fait, mais beaucoup plus pondérés. Ils vivent dans une société où, en plus, c'est un pays où les gens ne se gueulent pas dessus, tu vois, donc il y a quelque chose de plus policé. Et puis, par exemple, par rapport à l'immigration, tu vois, c'est un pays qui a besoin d'immigration. Le Canada, c'est grand, 16 fois comme la France, il y a 40 millions de personnes. Donc là-bas, même les médias... Parce que c'est beaucoup les grands médias aussi en France qui foutent le bordel, quoi, tu vois. Oui. Les médias ne présentent jamais l'immigration comme étant un problème, comme ici, tu vois, c'est horrible. Ils sont en train de nous raconter que l'immigration, c'est l'enfer et tout. On a besoin d'immigration, même en France, on le sait. Mais là-bas, ils en sont conscients. Donc l'extrême droite peut même pas la ramener avec ça, tu vois. Ils te diront jamais que l'immigration est un problème. Ils vont te dire... Mais là, tu parles du Canada en général ou tu parles de Québec? Alors... Après, je ne sais pas si tu vois comment ça fonctionne. Le Québec, en fait... C'est une province... C'est une province francophone au sein d'un pays anglophone, donc qui se considère un petit peu comme les Basques en Europe, si tu veux. Ils ont une culture à défendre, etc. Donc il y a encore... Tu sais, il y a deux couches de protectionnisme, si tu veux. Mais ils sont tellement, en fait, c'est marrant, parce qu'ils sont tellement occupés à faire la guerre aux Anglos, finalement, qu'ils ne sont pas trop dans... ils font pas trop la guerre aux Arabes, par exemple, tu vois. Dieu merci, c'est quand même extraordinaire, un pays où les gens... beaucoup d'immigrés algériens, notamment, tu vois, au Québec, et qui s'insèrent très facilement dans la vie professionnelle, etc., parce qu'il n'y a pas de sélection aux faciès ou de choses comme ça, quoi, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, il y en a. Il y a aussi un problème, par exemple, justement, avec les Premières Nations, tu vois. C'est quoi les Premières Nations? Les Premières Nations, en fait, c'est les Amérindiens. C'est tous les gens qui étaient là il y a 500 ans avant que les Européens débarquent. Ils sont partis des fois dans des réserves aussi. Parfois, il y en a qui réussissent mieux que d'autres. T'as les Inuits qui, malheureusement, sont un peu en perdition, parce que depuis qu'on les a sédentarisés, en fait, c'était un peuple nomade. Ils se débrouillent assez mal, et puis quand tu les vois en ville, en fait, ça fait mal au cœur, parce qu'ils sont vraiment... ils sont à la rue, quoi. Et quand tu reviens en France comme ça, est-ce que tu as le sentiment aussi d'un délitement en France, ou tu as le sentiment d'une gravité qu'il n'y avait pas avant au fil des ans? Ouais. Il y a comme si on s'enfonçait dans quelque chose de... Ouais, en fait, c'est que dès que tu commences à discuter un peu politique avec des gens qui ne sont pas de ton bord, tu sens que c'est super tendu, et il y a des gens pour essayer de leur faire comprendre qu'ils ont tort, ou qu'ils ont peut-être moins raison qu'ils le croient, c'est hyper dur. Et je sens bien qu'il y a quand même une espèce d'antagonisme comme ça qui va être très, 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 très dur à résoudre, quoi. Et je sais vraiment pas par quoi il faut passer. Alors moi, évidemment, de mon point de vue d'homme de gauche, ce qu'il faudrait, c'est un raz-de-marée à gauche, puis que les gens se rendent compte que c'est quand même mieux ce que propose la gauche. Tu vois, je suis pas du tout dans l'espèce de nihilisme qui consiste à dire allez, ils ont qu'à faire passer l'extrême droite, comme ça ils verront bien. Méthode Macron, hein, d'ailleurs. C'est une connerie totale, parce qu'on sait très bien que l'extrême droite, quand elle prend le pouvoir, après, elle ne lâche plus jamais, tu vois.
Et donc En tout cas, ce qui, moi, me restera comme issue, ce qui nous restera, c'est d'émigrer à Montréal, quoi. Il faut ou dans les Laurentides, là-haut, il y a encore il y a encore de la place. Il y a encore de la place, quoi. Non, mais c'est un peu dur ce qu'on vit, effectivement. Écoute, encore un mot sur les Lascars. Donc, ça a été un gros succès. Tu peux résumer ce que c'est, les Lascars, pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, Lascar, c'est une série animée qui est... à la base, moi, je faisais de la BD dans un magazine qui s'appelait Psychopathe, il y a 25 ans, presque 30 ans maintenant. Ce que je racontais dans Psychopathe, on en a fait, moi et parce que mes acolytes, on est 5 sur Lascar. Enfin, une grosse équipe de 5, on est toujours les mêmes depuis 20 ans. On en a fait au début des petits pilotes pour une série de télé d'1 minute qu'on n'arrivait pas à vendre au début. On a mis beaucoup de temps à le vendre à Canal, 95. On a fini par réussir à intéresser De Greff, qui a dit « Ah, mais c'est cool ce truc-là ». Donc on l'a fait grâce à Alain De Greff. La première saison est sortie en 2000, donc c'était 30 petits modules. En fait, c'est vraiment des petites histoires de rue. Il n'y a pas de héros. Le héros, c'est la rue, finalement. Ça, et c'est que des anecdotes, parfois embellies, un peu inventées, etc., mais de choses qu'on connaissait. Enfin, ça sur la banlieue, quoi, sur la zone. Ouais, c'est ça, enfin, sur les gars de rue, parce que la banlieue ou Paris, tu vois, parce qu'on m'a souvent dit, c'est une série banlieusarde. Moi, je dis, c'est une série hip-hop. Parce qu'on était vraiment dans le hip-hop. T'as pas 2 francs pour 2 punks? De quoi? 2 francs. Putain, vous êtes tous les jours là avec ta meuf, t'en as pas marre de rien branler de tes journées? Ouais, mais tu sais, cousin, c'est à cause de la société. Et c'est devenu un film après? C'est devenu... Il y a eu une saison 2 d'abord en 2007, il y a eu un long métrage en 2009. T'en es content du long métrage? Super content, ouais, très content du long métrage. Alors, cousin, c'est le grand jour. Tu vas rater ton avion, là. Hein. Non, il n'y a pas d'avion. Il n'y a plus d'avion, Jenny. On a quand même réussi à garder bien le contrôle sur ce qu'on voulait faire au départ, etc. Donc on a réussi quand même, malgré le fait que le cinéma, ça soit beaucoup plus dur que tout le reste, quoi. Moi, j'en suis content à 75%. Et 75%, c'est vraiment très, très bien. Là, on bosse sur le 2. Alors justement, il s'est passé 20 ans entre presque... Donc 15. 15. Ouais. Pourquoi un 2? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, nous, on n'a jamais vraiment lâché Lascar. Après, on avait fait une série en live aussi, etc. Mais bon, évidemment, on faisait plein de trucs à côté. Moi, j'ai bossé sur 1000 autres choses. Monkey Business, Les Cassos, qui est une autre série animée. Excusez-moi, monsieur, mais juste, il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement. Ta gueule. Et puis, il se trouve que le producteur de Lascar, il y a 2-3 ans, nous a dit, venez, je sais pas, ça lui a pris comme ça, venez, on fait un 2. Et nous, on a dit, bah ouais. Théma, mon frère, mais Théma! Sérieux, c'est pas la grande classe? Ouais. On se sent encore suffisamment légitime pour parler de cette culture-là. Puis en plus, on a autour de nous beaucoup de gens qui nous aident à pas devenir des vieux cons. Et non, je pense que le 2 est écrit, en fait. Ça va être tourné, là. Tourné, en fait, animation. Réalisé, ouais. Parce que tu prends d'abord les voix, puis après, c'est les animateurs. On est en train de faire un film d'animation. Ah oui, donc tu connais. Exact, tu connais la musique. D'ailleurs, c'est assez compliqué, mais je suis assez... il sera sorti sans doute quand on parlera là, mais ça a été une drôle d'aventure, quoi. Ah ouais, l'animation, de toute façon, c'est toujours très compliqué, ça prend toujours beaucoup de temps. Et ça coûte cher. Ouais. Mais bon. Et donc voilà, on espère, pour l'instant, ce qu'on attend, c'est de savoir qui va distribuer ou diffuser. D'accord. Et mettre des On va mettre des petits extraits, écoute. Avec plaisir. Boris, écoute, voilà, c'était un plaisir de te recevoir. J'invite tout le monde à lire Carcajou. C'est vraiment une lecture qu'on peut lire tout le temps, mais l'été, ça refroidit un peu parce que c'est dans le Grand Nord. Et ça, c'est sorti en France aussi. Wesh Caribou, c'est mon carnet d'immigration au Québec. C'est quelque chose qui est sorti à l'époque chez Fluide. Fluide Glacial, et puis voilà, on a fait un recueil avec les éditions Roukmout. Ça raconte le fossé culturel qu'il peut y avoir entre la France et le Québec, dans toutes les choses que je viens de te raconter. Tu les retrouves là-dedans, mais racontées de façon plus comique. Tu peux le garder? Malheureusement, non, je t'en donnerai un autre. Celui-là aussi, c'est les empires de ma mère, exactement. Bon, Madame El Diablo, bravo, vous gagnez la... Mais j'ai encore une question à te poser c'est la dernière, c'est l'humour. Ouais. Tu vois, en France, ça dérive pas mal, quoi. Enfin, on est très frustrés. Des têtes vannes qu'on pouvait faire il y a quelques temps qu'on fait plus. Ouais. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Et est-ce que c'est pareil chez vous? Comment tu vois ça, toi? Alors, le Québec, ils ont quand même
Ils restreignent un peu plus sur l'humour. C'est-à-dire que, par exemple, même dans les publications, etc., tu vois que les dessinateurs d'actu, parce que c'est un peu aussi je fais du dessin d'actu, c'est pas qu'ils se brident, en fait, c'est que tu sens qu'ils vont beaucoup moins loin que nous, en France, on est capable d'aller. Voilà, donc, moi, ce que j'aime... Souvent, on me dit, moi, je fais du dessin, je le poste souvent sur Facebook, et il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est facile pour toi, tu vis au Canada, t'es loin et tout, machin. » Tu sais, comme si, ici, en France, oui, c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà des gens qui font un dessin, puis qui se retrouvent emmerdés par les renseignements généraux ou quoi, mais c'est quand même encore assez rare, et puis... voilà. Il n'y a plus de renseignements généraux. Hein. Oui, il y a des flics partout, mais il n'y a plus de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est toujours les mêmes. Donc, tu as l'impression qu'il n'y a pas de grande différence en matière de liberté quand tu écris en France ou au Canada? Moi, en l'occurrence, non, parce que j'écris beaucoup pour la France. Je pense qu'au Canada, on se restreint vachement plus. Ouais, on est moins trash, on est moins... Comme je te dis, ils sont plus policés, même les hommes politiques s'embrouillent pas. Bon, bah, donc il y a quelque chose de plus... Une raison qui me pousse alors à rester en France. Voilà. Mais, ou alors, tu feras comme moi, c'est-à-dire que moi, je communique énormément encore avec le public français, parce que quand j'ai besoin d'exploser, je sais qu'ils vont me comprendre, eux. Tu sais qu'on a des abonnés au Canada, quoi. Il faudrait qu'on développe ça, tu vas être notre ambassadeur. Dont moi, d'ailleurs, hein, je suis abonné. Ouais, merci El Diablo. D'ailleurs, j'en profite pour... abonnez-vous, quoi. On a vraiment besoin de vous, surtout au cœur de l'été. Voilà, Blast est devenu une grosse machine, mais sans les abonnés, on n'est rien. Ouais. El Diablo, merci beaucoup, quoi. Et puis, encore une fois, lisez Carcajou, c'est formidable. Et bien, bon retour je te remercie. Montréal. Salut tout le monde.